Bonjour à tous. Aujourd'hui, je me suis lancé un véritable challenge sur la chaîne Promis. Présenter les principes de l'IRM en une courte vidéo. Évidemment, ce ne sera pas exhaustif. Il s'agit de balayer rapidement les principales étapes pour éventuellement avoir envie d'en savoir un peu plus. Et j'ai même un assistant avec moi pour commenter et me soutenir moralement. Alors, on y va tout de suite. L'imagerie par résonance magnétique utilise le principe de la RMN, c'est-à-dire la résonance magnétique nucléaire, pour réaliser des images. Il nous faut donc trois choses principales: un phénomène de résonance, un champ magnétique et un noyau d'atomes. Commençons par le M de magnétique, et donc par l'aimant. L'appareil est constitué d'un aimant produisant un champ magnétique très intense, de 1,5 ou 3 Tesla pour la plupart des appareils. 1,5 Tesla, c'est déjà beaucoup, environ 30 000 fois le champ magnétique terrestre. Pour obtenir ces valeurs élevées de champ magnétique, on utilise des aimants supraconducteurs. En IRM, ce champ magnétique intense est appelé B0. Ensuite, il faut mettre quelque chose dans cet aimant. C'est là qu'intervient le N de nucléaire, car nous allons nous concentrer sur le noyau de l'atome. En effet, ce qui va nous intéresser quand nous mettons une personne dans l'aimant, au plus profond du corps humain, au plus profond des cellules, ce sont les molécules d'eau, et encore plus précisément le noyau de l'atome d'hydrogène, c'est-à-dire le proton. Le proton est une particule qui porte une charge électrique positive et qui possède un spin, un peu comme si elle tournait sur elle-même, ce qui va lui conférer des propriétés magnétiques, représentées ici par le vecteur appelé moment magnétique mu. Plus simplement, il va se comporter comme un petit aimant. Petite parenthèse avant de poursuivre. Pourquoi le proton de l'atome d'hydrogène? Car il y a de l'eau presque partout dans notre corps. Ce dernier est en effet constitué d'environ 2/3 d'eau. Mais revenons à nos protons. Que se passe-t-il quand nous mettons ces protons dans B0? Quand nous mettons une personne constituée de molécules d'eau et donc de protons dans l'aimant et donc dans B0, il va se produire deux phénomènes. Le moment magnétique mu du proton va se mettre à tourner autour de l'axe de B0. C'est le mouvement de précession. La fréquence de ce mouvement, appelée fréquence de Larmor, est caractéristique du noyau de l'atome d'hydrogène et proportionnelle à B0. On connaît donc sa valeur, 63,87 MHz pour 1,5 Tesla et le double pour 3 Tesla, soit 127,74 MHz. Deuxièmement, comme nous avons vu que le proton va se comporter comme un petit aimant, ce mouvement ne pourra s'effectuer que dans deux positions, dans le même sens que B0, c'est-à-dire la position parallèle, ou dans le sens opposé à B0, c'est-à-dire la position antiparallèle. D'un point de vue quantique, quand on regarde au niveau de l'atome, cela correspond à deux niveaux d'énergie différents. Basse énergie pour la position parallèle et haute énergie pour la position antiparallèle. On constate alors qu'il y a plus de protons sur le niveau de basse énergie que sur le niveau d'énergie plus élevé. C'est ce surnombre de protons en position parallèle sur le niveau de basse énergie qui est à l'origine de l'aimantation tissulaire appelée grand M. C'est l'état d'équilibre. Les tissus biologiques présents dans B0 sont donc maintenant très légèrement aimantés. Mais il faut encore un peu détailler cette aimantation grand M. Au même titre que le moment magnétique mu du proton, grand M tourne autour de B0 à la fréquence de Larmor. Il a deux composantes. La projection de M suivant l'axe de B0, que l'on choisit habituellement comme axe OZ. C'est l'aimantation longitudinale MZ. Et la projection de M dans un plan X ou Y perpendiculaire à B0. C'est l'aimantation transversale MXY. Quelles sont les valeurs de ces composantes? Rappelons que M est dû au surnombre de protons en position parallèle sur le niveau de basse énergie. Dans notre exemple, les 4 protons sont donc alignés dans le même sens en tournant chacun à la fréquence de Larmor. Dans la direction de B0, les vecteurs vont donc s'additionner, ce qui conduit à une aimantation longitudinale MZ maximale. Mais les protons, tout en tournant à la même fréquence, sont déphasés les uns par rapport aux autres.
l'addition de ces vecteurs orientés dans des sens différents est égale à 0. L'aimantation transversale MXY est nulle. L'objectif est maintenant de mesurer cette aimantation grand M. Mais comment? Il va falloir la basculer de 90 degrés, car elle est toute petite par rapport à B0 et donc complètement invisible dans cette position. Prenons comme comparaison la façade d'un immeuble de grande hauteur, entièrement vitré. Si vous cherchez une fenêtre précise au milieu de toutes les autres, vous la trouverez évidemment plus facilement si elle est orientée différemment, donc ouverte ici, par exemple, d'un certain nombre de degrés. En IRM, c'est pour obtenir cette bascule de grand M qu'intervient le R de résonance. La résonance est le transfert d'énergie entre deux systèmes à condition qu'ils soient à la même fréquence. Pour illustrer ce principe, prenons l'exemple d'une balançoire. Pour transmettre une impulsion à l'enfant qui se balance à une certaine fréquence, il faut que le mouvement des bras de la personne qui le pousse s'effectue à la même fréquence. Sinon, on risque de pousser dans le vide. Si nous revenons à l'IRM, la résonance et donc le transfert d'énergie dont nous parlions, y est obtenu par une onde électromagnétique, de même fréquence que la fréquence de l'armor. Elle est appelée onde radiofréquence ou onde RF, car elle est située dans la gamme de fréquences des ondes radio. Cette onde va être envoyée sur le patient qui est dans l'appareil à l'aide d'une bobine qu'on appelle antenne émettrice. L'onde RF aura donc une fréquence de 63,87 MHz à 1,5 Tesla et de 127,74 MHz à 3 Tesla. Si on regarde le spectre des ondes électromagnétiques, l'IRM est bien dans le domaine des ondes radiophoniques, soit quelques dizaines de MHz, en fonction du champ magnétique B0. On est donc dans la même gamme de fréquences que les ondes utilisées pour réceptionner les émissions en FM dans votre voiture par exemple, ici de 87,5 à 108 MHz. D'où les termes d'onde RF comme radiofréquence et d'antenne émettrice. Cette onde RF, appliquée durant de courtes périodes de quelques millisecondes, est appelée impulsion RF ou excitation. Alors voyons maintenant quelles sont les répercussions de cette impulsion RF. L'application de cette impulsion RF à la fréquence de résonance permet de fournir la quantité d'énergie exactement égale à ΔE, ce qui conduit la transition de protons du niveau de basse énergie au niveau d'énergie plus élevé. Ainsi, mz décroît jusqu'à s'annuler lorsqu'il y a égalisation du nombre de protons sur les deux niveaux d'énergie. En même temps, les protons qui étaient déphasés les uns par rapport aux autres se mettent en phase, ce qui entraîne un accroissement de MXY qui devient maximal. Globalement, grand M bascule de 90 degrés. C'est donc ce qu'on appelle une impulsion RF de 90 degrés. On peut aussi obtenir une impulsion RF de 180 degrés en appliquant l'onde RF 2 fois plus longtemps ou avec 2 fois plus d'intensité. À l'arrêt de l'impulsion RF, les phénomènes inverses se produisent et c'est là qu'on pourra vraiment mesurer ce qui nous intéresse. C'est ce qu'on appelle la relaxation. Les protons, qui étaient passés sur le niveau de haute énergie, reviennent sur le niveau de basse énergie. Cela entraîne la repousse de mz durant un temps appelé T1. Et les protons qui s'étaient mis en phase durant la phase d'excitation se déphasent durant un temps appelé T2. T1 est la relaxation longitudinale, représentée par une exponentielle croissante. Et T2 est la relaxation transversale, représentée par une exponentielle décroissante. Ce qui fait tout l'intérêt de ce principe, c'est que les temps T1 et T2 sont différents d'un tissu biologique à l'autre. Par exemple, le LCR possède à la fois un T1 long et un T2 long. On constate aussi que les valeurs de T2 sont en moyenne 10 fois plus courtes que les valeurs de T1. Nous avons donc là un moyen évident d'obtenir un contraste si on arrive à mettre en évidence ces différences de T1 ou de T2. Prenons l'exemple de 3 tissus ayant des T1 différents. Un T1 court, un T1 moyen et un T1 long. Si on choisit un temps de repousse assez court, on constate bien un contraste entre ces 3 tissus. Et c'est le tissu qui a le T1 le plus court, donc celui qui repousse le plus vite, qui sera le plus blanc. Si l'on prend 3 tissus ayant des T2 différents, on constate également qu'on peut obtenir un contraste si on attend un peu
au moment de la décroissance. Cette fois, c'est le tissu qui a le T2 le plus long, donc celui qui décroît le plus lentement, qui sera le plus blanc. Et il y a un troisième contraste accessible. En effet, lors de la relaxation longitudinale, la vitesse de repousse correspond bien au T1, mais la hauteur atteinte dépend du nombre de protons contenus dans les tissus. En effet, Mz croît avec la concentration en protons par unité de volume, ou la quantité d'eau contenue dans les tissus. C'est ce qu'on appelle la densité protonique. Si on considère trois tissus ayant des densités protoniques différentes, il est aussi possible d'observer ce contraste si on attend suffisamment longtemps. C'est alors le tissu qui contient le plus de protons ou le plus d'eau qui sera le plus blanc. En fait, il faut des conditions de paramétrage précis concernant le temps de repousse sélectionné ainsi que le temps de réception du signal pour obtenir le bon contraste. C'est ce qu'on appelle la pondération en T1, en T2 ou en densité protonique. Nous le verrons en détail lors d'une prochaine vidéo. À propos du signal justement, comment est-il réceptionné? Comme nous l'avons vu précédemment, nous sommes complètement aveugles dans la direction de B0 pour mesurer l'aimantation tissulaire, donc la repousse de Mz. On ne peut voir ce qui se passe que dans le plan XOY perpendiculaire à B0, donc la décroissance de MXY. On va se servir du principe de l'induction électromagnétique. En effet, MXY tourne autour de B0 à la fréquence de l'Armor, tout en diminuant, et va donc se comporter comme un petit aimant. Si on place une bobine dans le plan XOY, la rotation de MXY va y induire un courant électrique. C'est le signal. Et la bobine est appelée antenne de réception. Dans la pratique, une antenne de réception est placée autour ou à proximité de la région à explorer, comme ici l'antenne tête. Dernière étape, il faut déterminer d'où provient ce signal qu'on réceptionne. Il faut donc faire appel à un codage. Celui-ci est réalisé grâce à des champs magnétiques additionnels appelés gradients de champ magnétique. Un gradient de champ magnétique est une variation linéaire de champ magnétique qui se superpose à B0. Cette variation, c'est un peu comme la pente d'une route si vous voulez. Comme la fréquence de précession et donc de résonance dépend de B0, le gradient entraîne une modification linéaire des fréquences. C'est ce qui permet de coder l'espace. Les gradients peuvent être appliqués dans les trois axes Z, X et Y. Ils sont produits par des bobines situées dans l'appareil et sont à l'origine du bruit caractéristique d'une IRM en cours de fonctionnement. Bruit assez fort quand même. Les gradients permettent d'abord de sélectionner un plan de coupe, perpendiculaire à la direction du gradient, coupe transverse, sagittale ou coronale. Une fois le plan de coupe sélectionné par un gradient, les deux autres gradients permettent de répartir progressivement le signal réceptionné, après conversion analogique numérique évidemment, dans un espace virtuel appelé plan de Fourier. C'est à partir de ce plan de Fourier qu'on peut ensuite reconstruire l'image après double transformé de Fourier inverse, appelé 2DFT, image qui apparaît ensuite sur votre moniteur. Voilà, nous avons vu les grandes lignes du principe. J'espère que ce challenge vous a plu et que cela vous a donné envie d'en savoir un peu plus sur l'IRM. Mon ami Super Magnet a l'air content aussi. Pour creuser le sujet, nous vous proposons un peu de lecture avec ces deux ouvrages. Vous pourrez en trouver les références exactes sur notre site dont je vous remets le lien en description. Et je vous dis à bientôt pour un autre sujet concernant l'imagerie.